Un mot plus largement sur ce budget. Est-ce que Michel Barnier se prépare à une épreuve de force au Parlement, y compris au sein de son camp? Hier, on entendait Gérald Darmanin, il était au 20h de France 2, répéter que lui, il était contre les hausses d'impôts, qu'il fallait travailler plus. Oui, mais c'est toujours cocasse, si vous voulez, voire comique, de voir des gens qui ont dépensé l'argent de la France, qui ont géré la France, et puis aujourd'hui donner des leçons. Monsieur Moscovici, on a l'impression, on est chez les fous quand même. Quand on voit M. Moscovici qui fait la leçon alors qu'il a participé à un des gouvernements les plus dépensiers de la République, quand on voit M. Attal, quand on voit M. Darmanin, alors M. Le Maire, il a disparu, lui, il s'est mis en retrait, mais c'est quand même extraordinaire de voir, ça fait quand même 50 ans qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre et tout le monde donne sa leçon, là. Bon, c'est assez ridicule. Alors, ce budget, on va être dans la posture, c'est-à-dire qu'on le voit bien, et chacun va défendre ce qu'il croit être la bonne position. Ce qui est sûr, c'est que c'est un budget qui n'est pas du tout un budget qui encourage à des économies. Comme d'habitude, il n'y a pas d'économie. C'est 70% de taxes et d'impôts et de prélèvements. Et donc, c'est un budget qui va, à mon avis, peut-être menacer gravement la croissance, si tant est qu'on arrive à en faire. Mais je ne vois pas, avec ce budget-là, comment on pourra faire de la croissance. Si ça fait 50 ans qu'on ne présente pas et qu'on n'adopte pas un budget équilibré, c'est sans doute qu'il y a des raisons. En tout cas, ça ne peut pas reposer que sur la défaillance de l'intégralité de la classe politique depuis un demi-siècle. Donc c'est sans doute que c'est compliqué. Et c'est sans doute que c'est compliqué, y compris parce que l'opinion publique est elle-même ambivalente par rapport à tout cela. Et on voit bien que nous sommes dans une situation où, effectivement, Michel Barnier présente le budget le plus austéritaire qu'on ait connu sans doute depuis le début des années 80. Donc la cure d'austérité qu'on va devoir subir est inédite, alors même que nous avons, nous, Français, effectivement, un rapport à la dépense publique très particulier, donc CF, ce demi-siècle de budget déficitaire que nous votons, et avec de très mauvaises habitudes prises au cours des dernières années. Je note qu'aucun camp politique, depuis que Emmanuel Macron est président de la République, aucun camp politique, aucun parti politique, y compris ceux qui avaient fait de la dépense publique, de la baisse de la dépense publique, leur ADN fondamental, je pense en particulier aux Républicains, n'ont fait la moindre proposition au cours des dernières années pour réduire les dépenses, ou pour en tout cas arriver à un système plus équilibré budgétairement. Donc encore une fois, ça dit bien que c'est compliqué, et ça dit surtout que ça va être politiquement effectivement très compliqué pour Michel Barnier. On a un Michel Barnier qui est sous la coupe d'une double censure, celle des marchés d'un côté et celle du Parlement de l'autre. On n'aimerait pas être à sa place. Mais un budget austéritaire comme jamais, on voit bien que les oppositions ne vont pas vouloir venir d'aucune façon au secours du gouvernement et que la majorité va vaciller. Personne ne veut endosser la responsabilité d'un budget austéritaire, et en plus, tout ça est accru par la rivalité explicite, ouverte, entre Gabriel Attal et Laurent Wauquiez. Donc bon courage. Alors, on va parler d'un autre sujet qui risque de diviser au sein du camp Barnier, c'est la question de l'immigration. Alex, le gouvernement qui a donc annoncé hier qu'il allait présenter un nouveau projet de loi. Et oui, c'est Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui l'a annoncé hier. On l'écoute. Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Et je me permets de prendre quelques minutes pour les expliquer. À quelle échéance? Bruno Retailleau a, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière qui présentent des profils dangereux dans les centres de rétention administratifs. Il propose que les profils les plus dangereux puissent être maintenus en détention, non pas au maximum 90 jours comme c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à 210 jours. Pour le faire, on a besoin d'une loi. En plus de cette mesure sur la rétention administrative, le gouvernement devrait ajouter d'autres mesures dans ce texte sans en préciser encore lesquelles. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va sans doute vouloir réintroduire les mesures qu'il avait lui-même fait voter dans la précédente loi immigration de l'an dernier, lorsqu'il était président du groupe Les Républicains au Sénat. On le rappelle, ces mesures avaient été retoquées au final par le Conseil constitutionnel pour des questions de forme. Donc elles pourraient revenir en débat avec cette nouvelle loi. Il s'agissait à l'époque du retour de délit de séjour irrégulier pour les étrangers clandestins, de mesures de restriction du regroupement familial et du droit du sol, de quotas migratoires fixés chaque année par le Parlement. Et puis, souvenez-vous, il s'agissait aussi du conditionnement d'aide sociale à une durée de résidence sur le territoire français. Et enfin, nul doute aussi que la suppression, en tout cas la restriction de l'aide médicale d'État qui finance les soins des étrangers clandestins sera de nouveau débattue. Alors, une nouvelle loi, certes, mais il faudra aussi que l'administration qui gère l'immigration soit plus efficace. C'est en tout cas ce qu'estime Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.
Dans le rapport sur l'immigration irrégulière que la Cour avait produit en décembre, nous soulignons qu'en effet, il y avait des problèmes de coordination massive entre les services, des problèmes d'impulsion, des problèmes d'encombrement dans les préfectures, peut-être trop peu de centres de rétention administrative, qu'il y avait des problèmes de coopération avec les pays d'origine. Nous avons un taux d'OQTF qui n'est pas du tout satisfaisant. Par contre, revenir sur ça, mais ça, après, ça c'est pour l'analyse. Après, il y a la question des solutions, et ça, c'est le débat politique. Et le débat politique parlementaire sur ce nouveau projet de loi immigration aura lieu début 2025. Et déjà, on sent une forme de scepticisme au sein du bloc central chez les députés macronistes. Écoutez Gabriel Attal ce matin. On a adopté une loi il y a moins d'un an sur l'immigration avec des mesures dont certaines ne sont pas encore en vigueur puisque les décrets ne sont pas encore sortis. Donc, je le dis... Donc une 30e loi, ça sert à rien. Mais je ne peux pas vous répondre parce qu'on ne nous dit pas ce qu'il y aurait dans cette loi. Donc moi, je suis prêt à avoir un débat, une discussion sur des mesures qui seraient proposées et à ce moment-là, se poser la question d'une loi. Mais faire une loi pour une loi sans nous expliquer ce qu'il y aurait dedans me semble pas totalement prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'agir pour que l'État puisse véritablement maîtriser qui rentre et qui sort. Voilà, on sent un Gabriel Attal un peu échaudé par l'annonce. Ça l'énerve un peu. Ça promet des tensions au sein du camp gouvernemental, cette nouvelle loi immigration, Mathieu ? Je ne sais pas si on peut analyser cette chose sérieusement. Il est vrai qu'à partir du moment où le Parlement s'est déjà déchiré il y a moins d'un an sur cette question-là, soit la loi qui a été promulguée, adoptée il y a un an, ne servait pas à grand-chose, et donc une nouvelle loi est dès à présent nécessaire. Mais encore une fois, on rappelait la frénésie législative depuis 40 ans sur ce sujet. Alexandre, vous disiez effectivement une trentaine de lois, tout allant dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi ouvrant les frontières. Depuis 30 ans, on ne cesse de légiférer et de durcir la législation, le croit-on, pour essayer de gagner en efficacité. Ce qu'on constate encore une fois, c'est que le problème est complexe, sinon, encore une fois, tout le monde aurait trouvé la solution, que le problème peut difficilement s'envisager sérieusement à l'échelle nationale désormais. C'est pour ça que ce qui s'est passé à Bruxelles, alors à l'issue, là, pour le coup, de 10 années de négociations, de débats, etc., avec l'adoption d'un pacte asile et immigration, paraît beaucoup plus intéressant que des gesticulations politiques au niveau national. C'est vraiment au niveau européen qu'une telle affaire doit sérieusement se traiter. Et ce qu'on observe par ailleurs, encore une fois, c'est que ça fait 30 ans qu'on met systématiquement l'immigration à l'agenda politique. Je fais référence à une note très intéressante de Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive pour la Fondation Jean Jaurès il y a quelques mois sur précisément le rapport de l'opinion à l'immigration. Ce qu'on constate, c'est que c'est un sujet pour nos concitoyens, assurément, mais ça n'est pas un sujet de premier ordre. En tendance, si vous remontez sur les 30 dernières années, où les Français classent-ils la question migratoire entre la 5e et la 10e place du tableau de leurs préoccupations principales. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça n'est juste pas central pour tout le monde, tout le temps. Et évidemment, à la faveur de faits divers instrumentalisés, on fait systématiquement remonter le sujet en haut de la pile, au point que la classe politique se sent emprisonnée, encagée, et qu'elle en remet à chaque fois un texte au Parlement pour se dire que ça va calmer l'opinion. Ça ne marche pas comme ça. Yves. Oui, moi je suis en désaccord total avec ça, bien sûr, parce que c'est faux. C'est pas vrai du tout. Si on a un Rassemblement national qui est aussi élevé, si on a un débat qui est aussi crispé, c'est que l'immigration est au cœur, effectivement, de la préoccupation des Français. Il suffit d'ailleurs d'aller faire un reportage, comme on le fait régulièrement nous autres. Entre la 5e et la 10e place en tendance. Ça faut arrêter avec ces chiffres-là. Ouais. Il faut voir comment les gens votent, pourquoi ils votent, pourquoi ils s'abstiennent, pourquoi les promesses qui sont faites par les hommes politiques, c'est ça le sujet, ne sont jamais tenues. Pouvoir d'achat, première préoccupation des Français à la dernière présidentielle. Ne sont jamais tenues. Et bien ça, on le sait. Mais il n'y a pas que le pouvoir d'achat, c'est un ensemble de choses. Et ces faits divers qui sont, certes, on peut considérer instrumentalisés, sauf que ils sont donnés à la face des gens comme des illustrations de l'impuissance publique. Il est là le sujet. Il ne s'agit pas d'être contre l'immigration ou pour. C'est ridicule, c'est grotesque. Simplement, ce que vous voyez, c'est qu'il y a plein de failles, il y a plein de choses qui sont tout à fait irrationnelles et pas normales qui se produisent, et donc il faut peut-être intervenir là-dessus. Encore une fois, on ferait bien de s'inspirer du modèle israélien contre l'insécurité. On dit il faut 30 lois. Ben oui, 30 lois, parce que si ces lois ne sont pas adaptées, il faut les adapter. Ce que je constate, c'est que chaque année des lois inadaptées. Ce que je constate, c'est que la dernière loi qui a été adoptée, elle est vide, puisque le Conseil constitutionnel l'a vidée.
Il l'a vidé de toute sa substance, de tout son contenu, à tort ou à raison d'ailleurs. Il y a des dispositions qui étaient considérées comme anticonstitutionnelles, il y a d'autres dispositions qui ont été écartées pour des raisons purement politiques. Ce qu'on voit aussi, c'est que les quelques dispositions que vous avez énumérées tout à l'heure, certaines d'entre elles, ont fait des allers-retours. Hein, le délit, par exemple, de séjour irrégulier, c'est M. Hollande qui l'a. C'est vrai que c'est pas normal, ça. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de l'administration, mais vous sortez. Vous êtes expulsé. Expulsé. Alors, on est là, on joue les vierges effarouchées, on sort les droits de l'homme, enfin, on dit n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais le problème, il demeure. Et si ça continue, et moi, c'est ce qui me fait peur, c'est si ça continue, mais ça va continuer, on va avoir des populistes, des extrémistes aux commandes de ce pays, et là, on sera servi. Alors justement, on a entendu les réticences de Gabriel Attal. On va écouter Olivier Faure qui accuse le gouvernement de faire cette loi pour donner des gages à l'extrême droite. Et juste derrière, la réponse du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. On ne peut pas prétendre être un progressiste, je ne demande même pas d'être socialiste, je dis un progressiste et accompagner ce gouvernement avec un Bruno Retailleau qui nous refourgue une nouvelle loi immigration comme gage à l'extrême droite au début de l'année prochaine. Vous savez, cousu de fil blanc. Moi, ce qui me dépasse dans les propos de M. Faure quand il critique les propositions que fait le Rassemblement national, c'est que nous, au moins que la loi s'applique. S'il n'y a aucune différence entre le clandestin, une personne étrangère qui ne respecte pas les lois françaises, qui se maintient sur notre territoire au mépris des lois françaises, une différence entre le réfugié dont le statut est reconnu et la personne dont le statut de réfugié n'a pas été reconnu, s'il n'y a plus aucune différence entre ce qui est légal, illégal, ce qui est légitime et illégitime, alors plus rien n'a de sens. Mathieu. Oui, alors première chose, encore une fois, ça n'est pas parce que le Figaro, par exemple, ferait sa une tous les jours ou un jour sur deux sur l'immigration que les Français sous la douche penseraient systématiquement et prioritairement à ce sujet, ne vous en déplaise. Deuxième point... Quel rapport ? Je ne veux pas le rapport du tout. Encore une fois, vous dites qu'il suffit de faire un reportage... Non, mais sortez de vos chiffres et de vos études. Non. Regardez ce qui se passe autour de vous. Je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi. Faites élire le Rassemblement national, vous en serez le premier mari. Deuxième dimension, je regarde précisément ce qui se passe autour de moi et je constate que sur l'immigration, en réalité, on joue de polémiques qui, pour partie, sont infondées, car aucun courant politique aujourd'hui ne propose d'immigration dérégulée. Tout le monde est en fait d'accord sur le fait que l'immigration, ça se régule et que l'intégration, par ailleurs, ça se finance, ça se travaille. Donc en réalité, là-dessus, il n'y a pas de discordance majeure. Troisième point, celui que vous évoquez, l'efficacité politique des lois que nous prenons. Alors je reviens même sur la loi immigration, la dernière, celle qui a été adoptée il y a quelques mois. Les professionnels du secteur, je pense à notamment 2 tribunes de Pascal Brice, disaient « Elle n'aura aucune efficacité opérationnelle. Elle n'endiguera en rien l'immigration illégale. Elle est vide. Et deuxième chose, elle ne facilitera en rien l'intégration de ceux qui sont déjà chez nous. » Parce qu'on se souvient qu'au départ, Gérald Darmanin disait être méchant avec les méchants, être gentil avec les gentils. En réalité, sur l'efficacité opérationnelle, c'était contesté dès le départ par les professionnels du sujet. Mais sur l'efficacité politique, vous dites continuer dans le déni et vous mettrez l'extrême droite au pouvoir. Je constate que depuis... c'est ce que vous faites. Je constate, je ne me sens pas concerné, pas davantage que vous. Et ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Alexandre, 30 lois en 40 ans, à chaque fois dans le sens d'un durcissement, l'extrême droite ne s'est jamais aussi bien portée. Donc aller sur le terrain de l'extrême droite, les thèmes de l'extrême droite, en adoptant les termes de l'extrême droite, en général, ça fait prospérer l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite. Alors je vous invite à aller voyager un petit peu et d'aller en Afrique où d'ici à 25 ans, vous aurez 2 milliards d'individus. Vous allez voir que la politique, c'est prévoir, et malheureusement, on ne prévoit rien, parce que dans ce pays, on est toujours court-termiste, et on s'enferre, et on s'enlise dans des polémiques qui n'ont aucun intérêt, mais simplement, il faut regarder ce qui se passe. Je vous invite à relire, tiens, parce que ça fait au moins 40 fois que je le dis ici, dans cette émission, L'Empire et les nouveaux barbares de Jean-Christophe Ruffin. Vous comprendrez un peu mieux, ça vous ouvrira les yeux. Lui, il l'a compris, il l'a dit. Et malheureusement, personne ne fait rien. Et Jean-Christophe Ruffin n'est pas un fou furieux que je sache, sauf que lui, il connaît le terrain.
Allez, on va passer au dernier thème de ce club. Et cet après-midi, Michel Barnier sera à Conflans-Sainte-Honorine, au collège du Bois d'Aulne, le collège où enseignait Samuel Paty. Hier, on va voir sur ces images, c'est à Arras qu'était rendu un hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français qui a été tué par un ancien élève radicalisé. Yves, est-ce que les leçons de ces 2 attaques terroristes ont été tirées, selon vous ? Écoutez, ce qu'on voit, c'est qu'on ne pensait pas qu'il y aurait M. Bernard. Il y a eu M. Bernard, après M. Paty, 2 ans après. Donc, je ne suis pas sûr que les leçons soient tout à fait tirées. Regardez, c'est tout à fait symbolique. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Mais le temps qu'on a mis pour accepter qu'il y ait des collèges ou des établissements publics qui soient baptisés du nom de Samuel Paty. Parce qu'il ne fallait surtout pas faire de provocation. Donc j'ai envie de vous dire que c'est compliqué, c'est très compliqué. De toute manière, on ne résout pas ce problème du jour au lendemain. C'est un problème qui est extrêmement sérieux. Pour vous dire la vérité, je crains fort qu'on ne soit pas... on soit pas prémunis contre cet islamisme virulent et mortifère. Mathieu. Vous m'invitiez à lire Jean-Christophe Ruffin, je vous inviterai volontiers à lire l'entretien donné par la veuve de Dominique Bernard, Isabelle Bernard, au Monde ce week-end, dont je recommande la lecture, parce que précisément, elle n'exprime aucune rancœur vis-à-vis de personne, au motif que les leçons n'auraient pas été tirées de l'affaire Samuel Paty. Je vous invite à lire aussi ce que dit la sœur de Samuel Paty. Absolument, mais là je parle... Là, vous verrez, vous verrez ce qu'il en est. Là, je parle d'Isabelle Bernard. D'abord, il y a une communion nationale qui n'est contestée par personne autour de ces faits, de ces crimes qui ont meurtri la communauté nationale. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après Samuel Paty, et l'hommage rendu aujourd'hui à Dominique Bernard dit bien que la communauté nationale, précisément, appréhende ces sujets-là avec une gravité et une émotion unanimes. Ça, je pense que c'est incontestable. Ce que dit aussi de très intéressant Isabelle Bernard dans l'entretien qu'elle donne, c'est que son mari, à travers le métier qu'il exprimait, le métier d'enseignant qu'il exerçait, avait à cœur de développer l'esprit critique et l'esprit de tolérance chez ses étudiants, et que de façon très, très inspirée et je dirais très belle, cette dernière du coup, Madame Bernard en fait, crée aujourd'hui un prix destiné aux collégiens et aux lycéens d'appel à la tolérance, un prix littéraire sur la tolérance. Je pense que dans des moments comme ceux-ci précisément, et comme le disait Yves, il faut se passer de polémiques inutiles et réfléchir avec le plus grand esprit de responsabilité à ce que nous pourrions faire encore évoluer dans notre fonctionnement collectif pour éviter que de tels drames se reproduisent. Dernier mot, Isabelle Bernard dit aussi dans Le Monde précisément que lorsqu'un fou a décidé de tuer, et résolument décidé à tuer, il tue. Et on ne voit pas comment une société pourrait malheureusement se prémunir totalement en la matière. Je ne dis pas qu'il faut craindre qu'après Samuel Paty et Dominique Bernard, il y ait de nouveaux enseignants qui soient ciblés, mais une société, c'est comme ça. Et encore une fois, ce qui compte, c'est l'émotion unanime, et je dirais la posture unanime de la société française face à un drame pareil, qui évidemment non seulement nous heurte, mais nous fragilise. Oui, enfin moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, avec tout le respect que j'ai pour Madame Bernard, mais il n'y a pas de fatalité. Hein. Et si on est dans ce discours-là de fataliste, bah, je veux dire, on va pas avancer, on résoudra pas les problèmes. Donc il faut les prendre à bras-le-corps, ces problèmes-là. Il faut pas être fataliste, précisément. Non, c'est pas écrit que ça puisse arriver. Et il faut tout faire pour s'en prémunir. Et il y a des actions à mener sur ce type de criminalité. On le voit d'ailleurs, même le frère d'ailleurs de l'auteur des faits dit qu'il n'avait rien à faire là. Donc il y a quand même des choses qui sont évidemment à faire. Et on va continuer à parler de ce sujet. C'est à la une de la presse régionale, tout de suite avec Alex. À la
Alex, on commence cette revue de presse régionale par l'hommage à Dominique Bernard. Oui, hier, la place des héros de la ville d'Arras s'était remplie d'une foule figée et silencieuse. Un hommage digne et poignant pour ne pas oublier, titre le journal La Voix du Nord ce lundi. Face au terrorisme, la nation rend hommage aux professeurs. C'est à la une de Ouest France. Un temps d'émotion, mais également un temps de création artistique avec dans cette cérémonie de la poésie, de la danse, de la musique comme des armes de reconstruction face à la barbarie. Il s'agissait aussi d'honorer la mémoire de Samuel Paty, autre professeur victime du terrorisme en 2020. Ce lundi, une minute de silence sera observée dans tous les collèges et lycées de notre pays. Autre sujet, c'est la facture qui s'annonce salée cette année pour les propriétaires. Oui, la taxe foncière, la hausse amère, titre le journal Sud-Ouest. 38,6 millions de propriétaires vont devoir payer cet impôt qui augmente cette année, plus 4%. Alors c'est moins que l'an dernier, elle avait alors augmenté de 7%. Et c'est parmi les communes les moins peuplées, celles de moins de 10 000 habitants, qu'on observe le plus de hausse de taxes foncières. L'Association des maires de France continue de dénoncer les choix de fiscalité locale faits par Emmanuel Macron qui a supprimé la taxe d'habitation et selon cette association d'élus, privé les communes d'autonomie fiscale. Avec cette situation, un propriétaire pauvre paye la taxe foncière tandis qu'un locataire fortuné ne paye plus la taxe d'habitation, regrette Emmanuel Salaberry, coprésident de la commission des finances de l'Association des maires de France. Le mondial de l'auto s'ouvre ce lundi à Paris, mais dans une ambiance morose pour le secteur. Ah oui, c'est à la une du journal L'Alsace. Le salon international de l'automobile ouvre ses portes à la porte de Versailles, à Paris, alors que l'industrie automobile est en plein brouillard. Elle s'inquiète d'un durcissement des normes écologiques d'émissions de CO2, puisque le gouvernement, qui recherche des économies un peu partout, va augmenter le malus sur les véhicules polluants et diminuer le bonus pour l'achat de voitures propres. Et dans le même temps, les ventes de voitures électriques en France stagnent cette année. Elles représentent 17,2% du marché français. Allez, on finit cette revue de presse avec un peu de peps grâce à une femme âgée de 93 ans. Et oui, elle s'appelle Yvette, elle a 93 ans et samedi, elle a tout simplement sauté à l'élastique depuis le viaduc de Saint-Georges-le-Gautier dans le département de la Sarthe. C'est à la une du Maine Libre. Elle a ainsi réalisé son 9e saut à l'élastique, une discipline qu'elle préfère au saut au parachute qu'elle juge, je cite, trop pépère. Alors Yvette a sauté cette fois pour la bonne cause, pour Octobre Rose et la sensibilisation au cancer du sein. Donc voilà, Oriane, si ça vous dit, un petit saut à l'élastique le week-end prochain. Je suis plus pépère qu'Yvette, moi. Bravo Yvette. Merci Alex, merci beaucoup. Merci Mathieu. On regarde votre ouvrage La France à 20h ou l'heure d'être ensemble. Et puis la une du Figaro, c'est le mondial de l'auto. On en parlait, la bascule vers l'électrique qui déstabilise le monde de l'auto. Merci à tous les deux. Merci.